La nuit où j'ai découvert ce que ma propre fille me faisait, j'ai pensé que mon cœur allait s'arrêter de battre. À 70 ans, je pensais avoir tout vu dans la vie, mais rien ne m'avait préparé à trouver Isabelle en train de fouiller mes affaires les plus intimes pendant que je faisais semblant d'être inconsciente. Le pire n'était pas de la voir voler mes bijoux de famille, c'était d'entendre les mots cruels qu'elle murmurait sur moi pendant qu'elle pensait que j'étais droguée par le thé qu'elle me donnait chaque soir. Je m'appelle Claire Leroy. Je suis née en Croatie et je vis à Lyon, en France, depuis 40 ans. J'ai toujours cru que l'amour d'une mère était inconditionnel et réciproque, mais cette croyance est morte par une froide nuit d'octobre, quand j'ai découvert que ma fille unique m'empoisonnait lentement pour voler tout ce que j'avais construit pendant une vie entière de travail et de sacrifice. Tout a commencé il y a 3 mois. Isabelle, à 45 ans, est apparue à ma porte après son divorce, les larmes aux yeux et 2 valises usées à la main. « Maman, je n'ai plus personne au monde à part toi », m'a-t-elle dit en m'embrassant dans le hall de ma maison du quartier de la Croix-Rousse. Comme une idiote, j'ai ouvert mes bras et ma maison à celle qui allait devenir mon pire cauchemar. C'était un dimanche pluvieux de juillet. Les pavés mouillés de la Croix-Rousse reflétaient les lumières des réverbères quand j'ai entendu la sonnette. Je ne recevais jamais de visite le dimanche soir, surtout pas par ce temps. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Isabelle trempée, ses cheveux blonds collés à son visage par la pluie, mon cœur maternel s'est immédiatement serré. « Maman, Pierre m'a quitté », a-t-elle sangloté en se jetant dans mes bras. Il a pris la maison, la voiture, tout. Il dit que j'ai des problèmes, que je ne sais pas gérer l'argent. Mes instincts protecteurs se sont réveillés instantanément. Comment cet homme osait-il abandonner ma fille ? J'ai préparé du thé chaud, installé Isabelle dans le salon avec une couverture en laine que j'avais tricotée années auparavant. Elle tremblait, non seulement de froid mais aussi d'émotion. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux », lui ai-je dit en caressant ses cheveux comme quand elle était petite. « Cette maison sera toujours ton refuge. » Les premières semaines ont été un conte de fées. Isabelle s'occupait de moi avec une tendresse qu'elle n'avait pas montrée depuis l'enfance. Elle préparait des plats croates qui me rappelaient ma jeunesse, des cévapis parfumés, des burecs croustillants, des sarmas qui emplissaient la maison d'arômes familiers. Elle organisait la maison avec un soin méticuleux, arrangeait mes livres par ordre alphabétique, nettoyait les vitres jusqu'à ce qu'elles brillent comme des diamants. Et chaque soir, ponctuellement à 9 heures, elle apparaissait dans le salon avec une tasse fumante dans ses mains délicates. « Un thé spécial à la camomille, maman », disait-elle avec un sourire doux qui illuminait son visage. Une recette qu'une amie pharmacienne m'a enseignée. Il va t'aider à avoir la meilleure nuit de sommeil de ta vie. La tasse était toujours la même, cette porcelaine bleue délicate ornée de petites roses blanches qui avait appartenu à ma grand-mère Marija. Isabelle savait combien cette tasse m'était précieuse, combien j'y tenais depuis mon arrivée en France. Elle la tenait avec respect, comme un objet sacré. Le thé avait une couleur dorée parfaite, avec de petites particules qui flottaient à la surface. L'arôme était effectivement celui de la camomille, mais avec quelque chose de plus, quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Une note légèrement amère qui persistait sur ma langue après chaque gorgée. Il a un goût particulier, ai-je commenté lors de la première semaine. C'est normal, a répondu Isabelle en s'asseyant à côté de moi sur le canapé en velours vert. Ma pharmacienne y ajoute des herbes spéciales, de la valériane, de la mélisse. Des plantes naturelles qui favorisent un sommeil réparateur. À ton âge, maman, c'est important d'avoir un sommeil de qualité. À mon âge. Cette phrase a résonné étrangement dans ma tête, mais j'ai choisi de l'ignorer. Isabelle était attentionnée, elle se souciait de ma santé. N'était-ce pas merveilleux d'avoir une fille si prévenante ? Et effectivement, je dormais comme jamais je n'avais dormi. C'était un sommeil profond, pesant, océanique. Un sommeil si intense que je me réveillais parfois désorientée, ne sachant plus quelle heure il était, quel jour nous étions. Mes rêves étaient flous, vaporeux, comme si mon esprit flottait dans un brouillard épais. « Tu as l'air si reposé le matin », me disait Isabelle en m'apportant mon café au lit. « Tes cernes ont disparu. Ce thé te fait vraiment du bien. » Elle avait raison.
Mes traits semblaient plus détendus, ma peau moins fatiguée. Mais il y avait autre chose, une lourdeur dans mes membres, une lenteur dans mes pensées que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les premiers signes que quelque chose n'allait pas sont apparus pendant la 3e semaine, par un matin ensoleillé doux. Je me suis réveillée avec la sensation étrange que quelque chose avait bougé dans ma chambre pendant la nuit. Les rideaux étaient tirés différemment, la chaise près de la fenêtre semblait avoir été déplacée de quelques centimètres. En descendant pour le petit déjeuner, j'ai remarqué que le tiroir de mon secrétaire était légèrement ouvert. Juste 1 millimètre, mais suffisamment pour attirer mon attention. À l'intérieur, mes papiers semblaient avoir été mélangés. Mes factures, normalement rangées par ordre chronologique, étaient dans le désordre. « Isabelle, tu as eu besoin de quelque chose dans mon bureau ?» ai-je demandé en sirotant mon café. Elle a levé les yeux de son journal, l'air surpris. « Ton bureau ? » ?»« Non, pourquoi ? » ?»« Mes papiers semblent avoir été dérangés. »« Peut-être que tu as oublié y avoir mis de l'ordre hier » a-t-elle suggéré avec un petit rire. « Tu sais, maman, le sommeil profond peut parfois nous faire oublier nos actions de fin de soirée. » C'était possible. Peut-être avais-je effectivement fouillé dans mes papiers et oublié. Le thé me faisait dormir si profondément que mes dernières heures de conscience étaient souvent floues. Mais les incidents se sont multipliés. Ma boîte à bijoux, que je gardais toujours sur ma table de nuit dans une position précise, légèrement en diagonale par rapport au bord, se retrouvait parfaitement alignée. Les photos de famille sur ma commode étaient disposées différemment. Mes livres de comptes, que je rangeais toujours par année, étaient mélangés. « Tu deviens un peu distraite, maman », me disait Isabelle quand je mentionnais ces petits détails. « C'est normal à ton âge. Le plus important est que tu dormes bien et que tu sois en bonne santé. » Ton âge. Encore cette expression. Comme si 70 ans signifiait automatiquement sénilité et confusion. Mais j'avais toujours eu une mémoire excellente, une attention aux détails qui m'avait servi pendant mes 40 années de travail en France. La vraie alarme s'est déclenchée lors de ma visite mensuelle à la banque. Monsieur Dubois, mon conseiller depuis 15 ans, avait un air préoccupé quand je me suis assise dans son bureau au mur tapissé de diplômes. « Madame Leroy », a-t-il commencé en ajustant ses lunettes, « j'ai remarqué une activité inhabituelle sur votre compte courant. Des retraits fréquents, toujours de petits montants, 50 € ici, 100 € là. Est-ce normal ? » Il a fait pivoter son écran vers moi. Les chiffres étaient là, nets et accusateurs. Des retraits que je ne me souvenais pas d'avoir effectués, étalés sur les 3 dernières semaines. Au total, plus de 600 €. Ce sont des achats pour la maison, ai-je expliqué, répétant ce qu'Isabelle m'avait dit. Ma fille s'occupe des courses depuis qu'elle vit avec moi. Monsieur Dubois a hoché la tête, mais son expression restait soucieuse, bien sûr. Mais assurez-vous de garder un œil sur vos dépenses. À votre âge ? Encore cette phrase. Tout le monde semblait penser qu'à 70 ans, j'étais incapable de gérer mes propres affaires. Ce soir-là, quand Isabelle est arrivée avec la tasse de porcelaine bleue, j'ai étudié son visage pour la première fois avec une attention nouvelle. Ses yeux bleus, si semblables aux miens, avaient une expression que je n'avais jamais remarquée auparavant. Une sorte de satisfaction froide, calculatrice. « Ton thé sent différent aujourd'hui ?» ai-je observé en humant l'arôme. J'ai ajouté un peu plus de valériane, a-t-elle répondu sans hésiter. Tu as semblé agité ces derniers jours. Cela t'aidera à mieux dormir. Agité ? Je n'avais pas eu l'impression d'être agitée. Confuse, peut-être. Préoccupée par ces petits détails qui ne collaient pas. Mais pas agitée. J'ai bu le thé comme d'habitude, sentant l'amertume familière sur ma langue. Mais cette nuit-là, en montant me coucher, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de toute cette histoire. Quelque chose n'allait pas. Mon instinct de survie, celui qui m'avait aidé à survivre en tant qu'immigré dans un pays étranger, celui qui m'avait guidé à travers 40 années de défis, me criait que j'étais en danger. Et le danger venait de ma propre fille. En me glissant sous mes draps ce soir-là, j'ai commencé à élaborer un plan.
Il était temps de découvrir ce qui se passait réellement dans ma propre maison, pendant mes nuits de sommeil artificiel. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, avant qu'il ne soit trop tard. Avez-vous besoin de savoir ce que votre propre fille a découvert en train de faire pendant ces nuits de sommeil profond? Ce qui suit va vous choquer autant que cela m'a choqué. Continuez avec moi, car cette histoire ne fait que commencer, et le pire est encore à venir. Pendant 3 jours entiers, j'ai planifié soigneusement ma mise en scène. Ces 3 jours ont été les plus longs de ma vie, chaque minute s'étirant comme une éternité pendant que je continuais à jouer le rôle de la mère confiante et naïve. J'ai passé des heures sur Internet dans ma petite bibliothèque municipale de la Croix-Rousse, recherchant discrètement des informations sur les effets des médicaments pour dormir. Madame Bertrand, la bibliothécaire, une femme sympathique dans la soixantaine, m'a même aidé à naviguer sur les sites médicaux. « Vous faites des recherches pour votre santé, Madame Leroy ?» m'a-t-elle demandé avec bienveillance. Juste de la curiosité, ai-je menti, me sentant coupable de ne pas pouvoir lui dire la vérité. Comment expliquer à quelqu'un que vous soupçonnez votre propre fille de vous empoisonner? J'ai découvert que beaucoup de somnifères causaient exactement les symptômes que j'expérimentais, sommeil profond et non naturel, confusion matinale, perte temporaire de mémoire, sensation de brouillard mental. Le zolpidem, en particulier, pouvait causer tous ces effets, surtout à des doses élevées. Ma fille était en train de me droguer, et maintenant j'en avais la certitude scientifique. De retour à la maison, j'ai observé Isabelle avec de nouveaux yeux. Chaque geste, chaque sourire, chaque attention prenait une dimension sinistre. Quand elle préparait le dîner, je remarquais comment elle vérifiait constamment l'heure, s'assurant d'avoir le thé prêt pour 9 heures précises. Quand elle rangeait la vaisselle, ses yeux scrutaient discrètement mes mouvements, évaluant mon niveau d'alerte. Le mercredi soir, j'ai commencé mes préparatifs. J'ai discrètement testé différentes façons de me débarrasser du liquide. Le vase de la fougère à côté de mon fauteuil était parfait, assez proche pour y verser le contenu sans être vu, assez grand pour absorber le liquide sans déborder. J'ai aussi réfléchi à ma respiration, à la façon dont je dormais naturellement. Isabelle me connaissait depuis 45 ans, elle saurait détecter si quelque chose dans mon comportement nocturne était artificiel. J'ai pratiqué une respiration lente et profonde, le type de respiration que j'avais quand j'étais vraiment endormi. Le jeudi soir, quand Isabelle est arrivée avec la tasse de porcelaine bleue, j'étais prête. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle puisse l'entendre, mais j'ai gardé une expression détendue et reconnaissante. Ton thé sent particulièrement bon ce soir, ai-je dit, inhalant l'arôme familier de camomille mélangé à cette note amère que je connaissais maintenant. J'ai ajouté un peu plus de miel, a répondu Isabelle, s'asseyant sur le canapé en face de moi. Tu as eu l'air fatigué aujourd'hui. Une bonne nuit de sommeil te fera du bien. Fatigué? Je n'avais pas eu l'impression d'être fatigué. Mais je me suis contenté de sourire et de porter la tasse à mes lèvres. J'ai fait semblant de boire, laissant le liquide chaud toucher mes lèvres et ma langue pour avoir le goût familier, mais sans avaler plus qu'une minuscule gorgée. Délicieux comme toujours, ai-je murmuré, continuant ma pantomime. Isabelle m'observait attentivement, et j'ai réalisé qu'elle faisait ça chaque soir. Elle ne se contentait pas de me donner le thé, elle s'assurait que je le buvais entièrement. Ses yeux suivaient chaque mouvement de la tasse vers mes lèvres, chaque inclinaison qui indiquait que j'avalais le contenu. Pendant qu'elle rangeait la cuisine, faisant teinter les assiettes et les couverts dans un bruit domestique familier, j'ai discrètement versé le contenu de la tasse dans le vase de la fougère. La terre l'a absorbé immédiatement, ne laissant aucune trace. « Bonne nuit, maman », a-t-elle dit en venant m'embrasser sur le front. Ses lèvres étaient fraîches, son parfum une fragrance florale qu'elle portait depuis l'adolescence était le même qu'autrefois. Mais maintenant, ce baiser me donnait la chair de poule. « Dors bien, ma chérie », ai-je répondu, jouant parfaitement mon rôle de mère aimante. À 10 heures, je suis montée dans ma chambre et me suis allongée sur mon lit, laissant la porte légèrement entr'ouverte comme d'habitude. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la maison. Pendant une heure interminable, je suis restée immobile,
contrôlant chaque aspect de ma respiration pour simuler le sommeil profond auquel elle était habituée. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur atroce. J'entendais les bruits familiers de la maison, le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir, le ronronnement du réfrigérateur, les voitures occasionnelles passant dans la rue pavée. Chaque son semblait amplifié, chaque craquement du parquet me faisait sursauter intérieurement. À 11h15 précise, j'ai entendu les premiers bruits. Des pas prudents dans l'escalier, évitant soigneusement la 3e marche qui grinçait toujours. Le parquet du couloir qui craquait sous un poids qui essayait d'être léger. Isabelle montait, et elle connaissait parfaitement chaque bruit que pouvait faire cette vieille maison. Elle est entrée dans ma chambre comme une ombre. Je pouvais sentir sa présence même avec les yeux fermés, cette tension particulière qu'on ressent quand quelqu'un nous observe. Elle est restée debout à côté de mon lit pendant ce qui m'a semblé une éternité, et j'ai compris qu'elle étudiait ma respiration, mon visage, la position de mon corps. « Maman » a-t-elle chuchoté doucement. Je n'ai pas bougé, gardant ma respiration régulière et profonde. « Maman, tu dors » a-t-elle répété, un peu plus fort cette fois. Toujours aucune réaction de ma part. J'ai senti sa main se poser délicatement sur mon épaule, me secouant légèrement pour tester mon niveau de conscience. J'ai gardé mon corps parfaitement relaxé, comme si j'étais vraiment dans un sommeil artificiel. Satisfaite de mon état d'inconscience apparente, elle a commencé. D'abord, elle s'est dirigée vers ma table de nuit. J'ai entendu le son familier de ma boîte à bijoux s'ouvrant, ce petit mécanisme musical qui jouait toujours les premières notes de « La vie en rose » quand on soulevait le couvercle. Mais cette fois, la mélodie a été interrompue abruptement, étouffée par sa main pour éviter le bruit. Le bruissement des tissus, le tintement délicat des métaux précieux. Elle triait mes bijoux avec une précision chirurgicale, séparant les pièces les plus valables des simples bijoux de fantaisie. J'ai reconnu le bruit spécifique de mon collier de perles, celui que ma grand-mère Marija m'avait donné le jour de mon départ de Croatie, glissant contre les autres bijoux. Mais ce n'était pas seulement les bijoux. Isabelle a ouvert les tiroirs de ma commode avec une familiarité troublante. Elle savait exactement où je gardais quoi, mes documents dans le tiroir du haut, mes carnets de comptes dans celui du milieu. Le bruit du papier froissé, des pages tournées rapidement mais silencieusement. J'ai entendu le déclic distinctif de l'appareil photo de son téléphone. Elle photographiait mes documents personnels, mes relevés bancaires, mes polices d'assurance, probablement mes codes et mots de passe que je gardais notés dans un petit carnet, une habitude de ma génération que les jeunes trouvent désuète mais que je trouvais pratique. Puis elle s'est approchée de mon lit et a pris mon téléphone sur la table de nuit. La lueur de l'écran a brièvement illuminé la chambre quand elle l'a allumé. Je pouvais voir le reflet de la lumière bleue sur le plafond à travers mes paupières fermées. Elle connaissait mon code de déverrouillage. Comment l'avait-elle obtenu? M'avait-elle observé pendant que je l'utilisais lors d'une de mes nuits drogées? L'idée que ma propre fille m'espionne depuis des semaines était révoltante. Et c'est alors qu'elle a commencé à parler. Au début, c'était juste des murmures incompréhensibles. Mais graduellement, ces mots sont devenus plus clairs, plus venimeux. « Vieille idiote » a-t-elle chuchoté en manipulant mon téléphone. « Tu gardes tout dans ce téléphone comme si c'était un coffre-fort. Contacts, photos, messages. Tu ne sais même pas à quel point tu es prévisible. » Chaque mot était un couteau qui se plantait dans mon cœur. Cette voix que j'avais bercée quand elle était bébé, que j'avais consolée lors de ses chagrins d'amour adolescents, était maintenant pleine d'un mépris glacial. Finalement, ces bijoux vont avoir une utilité, a-t-elle continué en rangeant mon collier de perles dans un petit sac en tissu qu'elle avait visiblement apporté pour l'occasion. 40 ans à les garder dans cette boîte poussiéreuse comme si c'était des trésors sacrés. Comme si elle allait emporter quelque chose dans sa tombe. Sa tombe. Elle parlait de ma mort comme d'une chose inévitable et proche. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Toujours si prudente avec son petit argent, a-t-elle murmuré en photographiant mes documents bancaires. Comptant chaque centime, me faisant toujours sentir coupable quand j'avais besoin d'aide financière. Au moins maintenant, je peux donner une meilleure destination à tout ça.
Les larmes coulaient silencieusement sur mes joues, trempant l'oreiller. Chaque phrase était une révélation douloureuse sur ce qu'elle pensait vraiment de moi, sur la façon dont elle percevait notre relation. J'étais pour elle un obstacle, une vieille femme avare qui gardait jalousement un argent qui devrait lui revenir. Mais le pire était encore à venir. Isabelle s'est dirigée vers ma commode et a ouvert le tiroir secret que je pensais qu'elle ne connaissait pas, celui derrière le tiroir principal où je gardais mes documents les plus personnels. Comment savait-elle qu'il existait ? Voyons ce que maman cache vraiment, a-t-elle murmuré avec une satisfaction malveillante. Elle a sorti mon testament, mes polices d'assurance vie, les papiers de propriété de la maison. À la lumière de son téléphone, elle a lu chaque document avec attention, photographiant les pages les plus importantes. Pas mal du tout, a-t-elle chuchoté. La maison vaut plus que je pensais. Et cette assurance vie ? 200 000 €. Parfait. 200 000 €. Elle énumérait ma valeur comme si j'étais déjà morte, comme si elle évaluait un héritage qu'elle toucherait bientôt. Puis elle a pris une petite fiole de sa poche. Dans l'obscurité, je ne pouvais pas voir clairement ce que c'était, mais j'ai entendu le bruit d'un liquide qu'on verse dans un autre récipient. 2 gouttes ne suffisent plus, s'est-elle dit à elle-même. Elle devient plus méfiante. Peut-être qu'avec 3 gouttes, elle dormira plus profondément et plus longtemps. Et si j'augmente progressivement ? Mon sang s'est arrêté de circuler. Elle ne parlait pas seulement de me faire dormir, elle parlait d'augmenter la dose de ce qu'elle me donnait. Jusqu'où comptait-elle aller ? Jusqu'à ce que la dose devienne létale ? Isabelle a rangé soigneusement la fiole dans sa poche et a vérifié une dernière fois que tout était en ordre dans ma chambre. Elle a replacé les bijoux restants exactement comme ils étaient, refermé les tiroirs sans faire de bruit, remis mon téléphone à sa place exacte. « Bonne nuit, maman », a-t-elle chuchoté avec une ironie glaçante. « Dors bien, tant que tu peux encore. » Elle est sortie de ma chambre comme un fantôme, refermant la porte avec précaution. Mais elle n'en avait pas fini. J'ai entendu ses pas descendre à l'étage inférieur, se diriger vers mon bureau. Le son métallique de mon coffre-fort qui s'ouvre. Elle connaissait aussi la combinaison. Quand avait-elle découvert tous mes secrets ? Pendant combien de nuits m'avait-elle observée, druguée et inconsciente ? Pendant encore 1 heure, j'ai entendu des bruits en provenance du rez-de-chaussée. Des tiroirs qui s'ouvrent, des papiers manipulés, l'imprimante qui fonctionne discrètement. Elle était en train de copier tous mes documents financiers, de cartographier chaque euro que je possédais. À 3 heures du matin, quand Isabelle est finalement remontée dans sa chambre, j'étais détruite émotionnellement. Ce n'était pas seulement le vol, c'était la découverte que ma fille me considérait uniquement comme un obstacle entre elle et mon héritage. J'étais juste une vieille femme gênante qui devait être gérée jusqu'à ma mort. Mais cette nuit atroce avait aussi éveillé quelque chose en moi. Une colère froide, une détermination que je n'avais pas ressentie depuis mes premières années difficiles en France. Isabelle croyait avoir affaire à une vieille femme faible et manipulable. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Les jours qui ont suivi cette nuit atroce ont été les plus difficiles de ma vie. Je devais continuer à faire semblant que rien n'avait changé, que je faisais encore confiance à Isabelle, alors qu'à l'intérieur mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Mais il était aussi en colère. Et la colère d'une mère trahie peut être plus dangereuse que n'importe quel poison. Le vendredi matin, je me suis réveillée avec une détermination de fer. J'ai regardé mon reflet dans le miroir de ma salle de bain, cette femme de 70 ans aux cheveux gris argentés, aux rides creusées par des décennies de sourires et de soucis, aux yeux bleus qui avaient vu tant de choses. Mes mains tremblaient encore du choc de la nuit précédente, mais mon regard était résolu. Je ne pouvais pas appeler immédiatement la police. Je n'avais que ma parole contre la sienne, et qui croirait qu'une fille apparemment dévouée empoisonnait sa mère ? Isabelle était intelligente, manipulatrice. Elle trouverait des excuses, retournerait la situation, me ferait passer pour une vieille femme paranoïaque. Non, Isabelle devait apprendre quelques leçons avant d'affronter les conséquences légales de ses actes. Des leçons que seule une mère pouvait enseigner.
Des leçons sur la valeur de l'honnêteté, sur le prix de la trahison, sur le poids de la culpabilité. Au petit déjeuner, j'ai observé Isabelle attentivement. Elle était rayonnante, presque euphorique, sirotant son café avec une satisfaction à peine dissimulée. Sans doute pensait-elle au succès de sa mission nocturne, aux informations qu'elle avait récoltées, aux bijoux qu'elle avait identifiés pour ses futurs vols. « Tu as l'air de bonne humeur ce matin », ai-je commenté en beurrant ma tartine avec des gestes délibérément lents. « J'ai très bien dormi », a-t-elle répondu avec un sourire éclatant. « Et toi, maman ? Tu semblais dormir si profondément quand je suis passé voir si tout allait bien vers minuit. Tu ne bougeais pas du tout. » Minuit. Elle mentait effrontément. Elle était dans ma chambre à 11h15, et elle y était restée au moins 1 heure. Même dans ses mensonges, elle ne pouvait s'empêcher de me tester, de voir si j'avais des souvenirs de la nuit. J'ai effectivement très bien dormi, ai-je répondu calmement. Ton fait vraiment des miracles. Je ne me souviens de rien après avoir posé ma tête sur l'oreiller. Ses yeux ont brillé de satisfaction. Elle pensait que son poison fonctionnait parfaitement, que j'étais devenue sa marionnette inconsciente. Ce matin-là, j'ai décidé de commencer par secouer ses certitudes. Je me suis installée dans le salon avec mes albums photos, ces précieux souvenirs de toute une vie que j'avais méticuleusement organisée au fil des années. « Isabelle, ma chérie, viens t'asseoir avec moi », ai-je appelé. « J'aimerais te parler de quelque chose d'important. » Elle est arrivée avec sa tasse de café, visiblement intriguée mais sur ses gardes. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle calculait déjà, se demandant si j'avais découvert quelque chose. J'ai passé la matinée à réfléchir à notre situation, ai-je commencé en ouvrant l'album de mes premières années en France. Tu sais, Isabelle, peut-être que je ne t'ai jamais vraiment expliqué pourquoi je suis si prudente avec l'argent. Elle s'est penchée vers les photos, feignant l'intérêt, mais je voyais qu'elle était impatiente d'en venir aux faits concrets. « Regarde cette photo », ai-je dit en pointant une image en noir et blanc de moi à 25 ans. C'est moi en 1979, quand je suis arrivée à Lyon. J'étais enceinte de 6 mois, je ne parlais que quelques mots de français, et j'avais exactement 200 francs en poche. Sur la photo, j'étais maigre, fatiguée, avec des vêtements usés et des yeux remplis d'une détermination farouche. À côté, d'autres photos montraient mes premiers logements, des chambres minuscules dans des foyers pour immigrants, des emplois de nettoyage, des cours du soir pour apprendre le français. Quand ton père m'a abandonnée en apprenant ma grossesse, j'aurais pu retourner en Croatie. Mes parents m'avaient proposé de revenir, de t'élever là-bas. Mais je voulais que tu aies toutes les opportunités que moi je n'avais jamais eues. J'ai tourné les pages, montrant mes différents emplois, femme de ménage dans des bureaux, aide-soignante dans une maison de retraite, serveuse dans un café de la Croix-Rousse. Voici mes premières fiches de paie, ai-je dit en sortant des documents jaunis. 3 francs de l'heure pour nettoyer des bureaux à 5 heures du matin. 4 francs pour servir des cafés jusqu'à minuit. Je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7, pour nous construire une vie décente. Isabelle regardait les documents avec une expression difficile à déchiffrer. Pour la première fois depuis longtemps, elle semblait réellement écouter. Chaque franc que j'économisais, c'était pour ton avenir, ai-je continué. Pour que tu puisses aller à l'école privée Sainte-Marie au lieu de l'école publique surchargée du quartier. Pour tes cours de piano, tes leçons d'anglais, tes vêtements de marque que tes camarades portaient. J'ai sorti d'autres photos, Isabelle enfant dans ses beaux vêtements, à ses récitals de piano, lors de sorties scolaires coûteuses. Tu te souviens de cette photo, ai-je demandé en montrant un cliché d'elle à 10 ans, radieuse dans une robe de velours bleu pour un concert de l'école. Cette robe coûtait l'équivalent de 3 jours de salaire pour moi. Mais voir ton sourire ce jour-là valait tous les sacrifices. Pour un moment fugace, j'ai vu quelque chose passer dans les yeux d'Isabelle. Était-ce du remords? De la nostalgie? Mais cela n'a duré que quelques secondes avant que le masque froid ne revienne. Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant, maman, a-t-elle demandé, et j'ai perçu une pointe d'impatience dans sa voix. Parce que j'ai pris une décision importante concernant notre avenir, ai-je répondu en refermant l'album. Je vieillis, Isabelle.
J'ai 70 ans, et je dois commencer à penser à l'après. Ses yeux se sont immédiatement allumés d'un intérêt avide qu'elle a mal dissimulé. Hier, je suis allé voir mon notaire, Maître Dubois. Nous avons discuté de certains changements que je veux apporter à mes dispositions financières. C'était un mensonge, bien sûr. Mais je voulais voir jusqu'où son avidité pouvait l'amener. Quel genre de changement, a-t-elle demandé en essayant de paraître détachée. J'ai modifié mon testament. Maintenant, au lieu d'attendre ma mort, tu hérites de tout immédiatement si quelque chose m'arrive. J'ai aussi fait de toi la bénéficiaire de toutes mes assurances vie, et j'ai ouvert un compte joint pour que tu puisses accéder à mes économies dès maintenant si nécessaire. Le mensonge coulait facilement de mes lèvres. En réalité, j'avais l'intention de tout léguer à des œuvres caritatives, mais je voulais observer sa réaction. L'effet a été immédiat et terrifiant. Isabelle s'est redressée, ses joues se sont colorées, et dans ses yeux, j'ai vu une lueur de triomphe pure qu'elle ne pouvait pas dissimuler. « Maman, tu n'avais pas besoin de... » a-t-elle commencé, mais sa voix manquait de conviction. « Si, j'en avais besoin, ai-je interrompu. Tu es ma fille unique, mon seul héritage. Il est temps que tu aies accès à ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. » Le reste de la journée, Isabelle était dans un état d'excitation à peine contenu. Elle s'affairait dans la maison en sifflotant, préparait le dîner avec un enthousiasme inhabituel, et je l'ai surprise plusieurs fois en train de me regarder avec une expression calculatrice. Le soir, quand elle m'a apporté le thé, il y avait quelque chose de différent dans son sourire. C'était plus chaleureux, plus attentionné, mais aussi plus impatient. « Tu sais, maman, a-t-elle dit en s'asseyant à côté de moi, je pense que tu as pris la bonne décision aujourd'hui. À ton âge, il vaut mieux ne pas avoir trop de soucis financiers. Laisse-moi m'occuper de tout. À mon âge. » Encore cette phrase condescendante. Mais maintenant, elle prenait une résonance sinistre. Dans sa tête, elle était déjà en train de planifier comment accélérer mon départ de ce monde. Le samedi, j'ai décidé d'explorer plus profondément ses intentions. J'ai commencé à jouer la comédie de la confusion mentale, des petites pertes de mémoire qui pourraient justifier son empressement à prendre le contrôle de mes affaires. Au petit déjeuner, j'ai oublié d'éteindre la cuisinière après avoir fait chauffer le lait. L'odeur de brûlé a rempli la cuisine. « Oh mon Dieu !» me suis-je exclamé en me précipitant vers la cuisinière. « Comment ai-je pu oublier ça ?» Isabelle est arrivée en courant, a éteint le feu, et je l'ai vue échanger un regard satisfait avec son reflet dans la fenêtre. Dans ses yeux, il y avait une satisfaction mal dissimulée. « Ce n'est rien, maman, » a-t-elle dit avec une sollicitude exagérée. « Ces choses arrivent. Peut-être que tu es un peu fatiguée en ce moment. » Fatiguée. Pas distraite, pas préoccupée. Fatiguée, comme si mon cerveau commençait à défaillir. L'après-midi, j'ai faim d'avoir du mal à retrouver mes clés de voiture, puis mes lunettes de lecture. Chaque fois, Isabelle accourait pour m'aider, mais je voyais dans ses yeux une lueur de satisfaction croissante. « Tu sais, maman, » a-t-elle dit pendant que nous regardions la télévision, « je pense que tu ne devrais plus conduire. À ton âge, avec ces petits problèmes de mémoire. Ce serait plus sûr que je m'occupe de tous tes déplacements. Plus de conduite. Plus d'indépendance. Plus de contact avec l'extérieur sans sa surveillance. » Elle était en train de construire méthodiquement ma prison dorée. Le dimanche matin, j'ai poussé l'expérience plus loin. J'ai fait semblant de ne pas me souvenir de la conversation que nous avions eue la veille au sujet du testament. « Isabelle, ma chérie, » ai-je dit d'un air confus, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose d'important. N'avions-nous pas parlé de papier à signer? Ou était-ce juste un rêve? Ses yeux ont brillé d'excitation. « Oh maman, tu ne te souviens pas? Nous avons parlé de tes dispositions financières. Tu as dit que tu voulais me donner accès à tes comptes pour m'éviter des soucis. » « Ah oui, c'est vrai, » ai-je fait semblant de me rappeler. Ma mémoire me joue des tours en ce moment. Heureusement que tu es là pour me rappeler les choses importantes. Exactement,
a-t-elle dit avec un sourire qui ne cachait plus son avidité. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux régler ces formalités rapidement, pendant que tu as encore les idées claires. Pendant que j'ai encore les idées claires. Elle suggérait ouvertement que ma condition mentale se détériorait, justifiant ainsi son empressement à prendre le contrôle total de ma vie. Ce soir-là, quand elle m'a apporté le thé, j'ai remarqué que la couleur était plus foncée que d'habitude. L'amertume était aussi plus prononcée. Elle avait augmenté la dose, exactement comme je l'avais entendu le planifier. Il a un goût différent ce soir, ai-je observé en humant le breuvage. J'ai ajouté un peu plus d'herbe relaxante, a-t-elle répondu sans hésiter. Avec ton stress récent et tes problèmes de mémoire, tu as besoin d'un sommeil encore plus réparateur. Sommeil réparateur. Elle parlait de ma mort programmée comme d'un traitement médical bienveillant. Le lundi matin, j'ai décidé d'aborder les souvenirs de son enfance, de lui rappeler tous les moments d'amour et de complicité que nous avions partagés. Si elle avait encore une once d'humanité en elle, peut-être que ces souvenirs réveilleraient sa conscience. J'ai sorti tous mes albums photos et je les ai étalés sur la table du salon. Des centaines de photos d'Isabelle enfant, ses premiers pas, ses premiers mots, ses anniversaires, ses remises de prix à l'école. Regarde comme tu étais mignonne, ai-je dit en montrant une photo d'elle à 3 ans, riant aux éclats dans mes bras. Tu venais de dire « Je t'aime maman » pour la première fois. J'avais pleuré de bonheur. Isabelle a regardé la photo avec une expression indéchiffrable. J'étais effectivement mignonne, a-t-elle dit d'un ton neutre, comme si elle parlait d'un étranger. J'ai continué, montrant des photos de ses spectacles de danse, de ses vacances à la mer, de ses anniversaires où j'avais économisé pendant des mois pour lui offrir la fête dont elle rêvait. Te souviens-tu de ton 10e anniversaire ? Ai-je demandé en montrant des photos de cette journée mémorable. Tu voulais absolument un vélo rose avec des rubans. J'avais travaillé des heures supplémentaires pendant 3 mois pour te l'offrir. Quand tu l'as vu, tu as dit que j'étais la meilleure maman du monde. Je me souviens, a-t-elle répondu, mais sa voix était dénuée d'émotion. Tu me rappelais souvent combien ce vélo t'avait coûté. Ce commentaire m'a frappé comme une gifle. Avais-je vraiment mentionné le prix de ces cadeaux ? Avais-je, sans m'en rendre compte, fait du chantage affectif avec mes sacrifices ? Isabelle, ai-je dit doucement, si j'ai parfois mentionné le coût des choses, ce n'était pas pour te culpabiliser. C'était pour t'apprendre la valeur de l'argent, pour que tu comprennes que rien n'est gratuit dans la vie. La valeur de l'argent, a-t-elle répété avec une amertume que je ne lui connaissais pas, oui, tu m'as bien appris ça. Chaque cadeau venait avec un rappel de ton sacrifice. Chaque sortie était accompagnée d'un commentaire sur le coût. Même mes études, tu me rappelais constamment combien elles te coûtaient. J'étais abasourdi. Mais Isabelle, je voulais juste que tu comprennes. Que tu avais tout sacrifié pour moi, a-t-elle terminé ma phrase. Que j'étais redevable pour chaque euro dépensé. Que ma simple existence était un fardeau financier constant. Ces mots m'ont brisé le cœur. Comment mes leçons de responsabilité avaient-elles été perçues comme de la manipulation émotionnelle ? Comment mon amour maternel avait-il été interprété comme du chantage ? Ce n'était pas mon intention, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Peut-être pas, a-t-elle dit en se levant. Mais c'était les faits. Et maintenant, après 45 ans de culpabilité, il est temps que je récupère ce qui me revient. Ce qui lui revient. Comme si ma mort était une dette que je devais payer. Cette conversation m'a ébranlé plus que tout ce que j'avais découvert auparavant. Et si Isabelle avait raison ? Et si, dans mon désir de lui enseigner la valeur des choses, j'avais créé un monstre ? Et si ma façon d'exprimer mon amour maternel l'avait déformée au point de la rendre capable de meurtre ? Le mardi soir, j'ai décidé qu'il était temps de creuser plus profondément dans ses motivations. Pendant le dîner, j'ai abordé le sujet de son enfance de manière plus directe. Isabelle, est-ce que tu as été heureuse quand tu étais petite ? Ai-je demandé simplement. La question l'a surprise. Elle a posé sa fourchette et m'a regardé attentivement. Pourquoi cette question maintenant ? Parce que je me demande si j'ai été une bonne mère. Si j'ai fait les bons choix pour toi.
Elle a réfléchi longtemps avant de répondre. Tu as été attentionné. Tu t'es occupé de tous mes besoins matériels. Tu as veillé à ce que j'ai une bonne éducation, de beaux vêtements, des activités enrichissantes. Mais, ai-je senti qu'il y avait un « mais » dans sa réponse. Mais tu n'as jamais été présente émotionnellement. Tu étais toujours fatiguée, toujours stressée par l'argent, toujours en train de me dire qu'il fallait économiser, qu'il fallait être reconnaissante. Je n'ai jamais eu l'impression que tu m'aimais pour moi-même, juste pour ce que tu avais investi en moi. Ces mots étaient comme des coups de poignard. Comment peux-tu dire ça? Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Non, a-t-elle dit calmement. Tout ce que tu as fait, c'était par obligation. Parce que j'étais ta responsabilité. Tu m'as élevé comme un projet, pas comme ta fille. C'est faux, ai-je protesté, mais une partie de moi se demandait si elle n'avait pas raison. Dans mon acharnement à lui construire un avenir meilleur, avais-je oublié de simplement l'aimer? Quand as-tu joué avec moi pour la dernière fois, maman, a-t-elle demandé. Quand as-tu ri avec moi? Quand m'as-tu prise dans tes bras juste parce que tu en avais envie, et non parce que je pleurais ou que j'avais mal? Je ne savais pas quoi répondre. Mes souvenirs de son enfance étaient pleins de devoirs, de responsabilités, de préoccupations financières. Où étaient les moments de pure joie, de complicité gratuite? J'ai fait de mon mieux, ai-je murmuré. Ton mieux, a-t-elle répété. Oui, tu as fait ton mieux pour que je devienne une adulte responsable et reconnaissante. Mais tu n'as jamais fait ton mieux pour que je me sente aimée. Ce soir-là, quand elle m'a apporté le thé, j'ai regardé attentivement son visage. Pour la première fois, j'y ai vu autre chose que de la cupidité et de la malveillance. J'y ai vu de la douleur. Une douleur ancienne, profonde, qui datait probablement de son enfance. Isabelle, ai-je dit avant de prendre la tasse, est-ce que tu m'aimes encore? Malgré tout? Elle a hésité longtemps avant de répondre. Je ne sais pas, maman. Je ne suis même pas sûre de savoir ce que ça veut dire, aimer quelqu'un. Tu ne me l'as jamais vraiment appris. Ces mots m'ont hanté toute la nuit. Et si tout cela était de ma faute? Et si, en voulant lui donner le meilleur, j'avais créé un vide affectif que rien ne pourrait jamais combler? Mais alors, le mercredi matin, j'ai trouvé quelque chose qui a changé ma perspective sur tout. Le mercredi matin, en nettoyant le bureau d'Isabelle pendant qu'elle était sortie faire des courses, j'ai découvert quelque chose qui a totalement changé ma perspective sur notre situation. Caché au fond de son tiroir, sous une pile de magazines, se trouvait un document qui a fait exploser toutes mes tentatives de compréhension et de pardon maternel. C'était un contrat signé avec une société financière louche, datant de 3 semaines avant son retour chez moi. Isabelle avait contracté un prêt de 50 000 € auprès d'usuriers, avec des taux d'intérêt criminels de 40% par mois. Les conditions étaient terrifiantes. En cas de non-remboursement sous 6 mois, les créanciers avaient le droit de saisir tous ses biens, et le contrat mentionnait explicitement des mesures de recouvrement physique en cas de défaut de paiement. Mais ce n'était pas tout. Dans le même dossier, j'ai trouvé des échanges d'emails imprimés avec un certain Marco, qui lui expliquait méthodiquement comment utiliser le zolpidem pour gérer une personne âgée récalcitrante et comment faire passer un empoisonnement progressif pour une mort naturelle. Les emails détaillaient les dosages, les symptômes à surveiller, et même les moyens d'effacer les traces du produit dans l'organisme post-mortem. Le plus choquant était le dernier email, daté de la veille, si la vieille devient trop méfiante, accélère le processus. Nous avons besoin de l'argent de l'assurance vie avant la fin du mois, sinon ton problème deviendra notre problème. Et tu sais comment nous résolvons nos problèmes. Ma fille n'était pas seulement une voleuse cupide. Elle était devenue l'instrument de véritables criminels qui la menaçaient de mort si elle ne me tuait pas assez rapidement pour rembourser sa dette. Cette découverte a changé radicalement ma stratégie. Isabelle n'était plus seulement ma fille égarée par l'avidité, elle était devenue dangereuse, acculée, prête à tout pour sauver sa propre vie. Je ne pouvais plus me permettre de jouer avec elle. Il était temps de révéler mes cartes.
Quand elle est rentrée des courses avec son sourire habituel et ses sacs remplis de provisions coûteuses payées avec mon argent volé, j'étais assise dans le salon, les documents étalés devant moi sur la table basse. « Bonjour maman », a-t-elle dit en déposant les sacs dans la cuisine. « J'ai acheté tes gâteaux préférés chez... » Elle s'est arrêtée net en voyant les papiers sur la table. Son visage est devenu livide, puis ses traits se sont durcis d'une manière que je ne lui connaissais pas. « Tu as fouillé dans mes affaires », a-t-elle dit d'une voix dangereusement calme. « Comme tu fouilles dans les miennes chaque nuit depuis des mois », ai-je répondu avec une sérénité que je ne ressentais pas. « Assieds-toi, Isabelle. Nous devons parler. » Elle a obéi, mais ses mains tremblaient légèrement. Pour la première fois depuis son retour, je la voyais vulnérable, effrayée. 50 000 € à 40% d'intérêt mensuel, ai-je lu à voix haute. Ça fait, voyons voir, 70 000 € par mois à rembourser. Même en me tuant et en touchant mon assurance vie, tu ne pourras jamais rembourser une somme pareille. Maman, je peux t'expliquer. Non, l'ai-je interrompu fermement. Plus d'explications. Plus de mensonges. Il est temps que tu écoutes. Parce que contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas une vieille femme sans défense. J'ai sorti une chemise que j'avais préparée pendant son absence. Voici ce que j'ai fait pendant que tu planifiais ma mort. Son visage s'est décomposé quand elle a vu le contenu du dossier. Premièrement, ai-je dit en lui montrant les premiers documents, j'ai fait analyser des échantillons de tonté par un laboratoire médico-légal. Zolpidem à haute dose, exactement comme décrit dans tes emails avec Marco. J'ai les rapports officiels, signés et datés. Deuxièmement, j'ai continué en sortant d'autres papiers, j'ai installé des caméras de surveillance dans toute la maison il y a une semaine. J'ai des vidéos haute définition de toutes tes visites nocturnes dans ma chambre, de tous tes vols, de toutes tes fouilles. Isabelle était maintenant complètement pétrifiée. Troisièmement, ai-je poursuivi impitoyablement, j'ai engagé un détective privé qui a enquêté sur tes véritables dettes. Je sais pour les casinos clandestins, pour les paris illégaux, pour la cocaïne, pour tout. Et je sais qui est Marco Benedetti et quelle organisation il représente. À la mention de ce nom, Isabelle a sursauté violemment. Comment je connais ce nom, ai-je souri froidement. Parce que contrairement à ce que tu crois, je ne suis pas une immigrante naïve qui a passé sa vie à nettoyer des bureaux. J'ai marqué une pause dramatique, savourant sa confusion totale. J'ai travaillé pendant 15 ans comme traductrice pour la police judiciaire de Lyon, spécialisée dans les affaires de crime organisé. Marco Benedetti, je l'ai interrogé personnellement il y a 10 ans lors de l'affaire du blanchiment des casinos de la Côte d'Azur. Le choc sur le visage d'Isabelle était absolu. Elle découvrait que sa mère avait une vie, des compétences, une expérience qu'elle n'avait jamais soupçonnée. Tu pensais vraiment que j'avais passé 40 ans en France sans apprendre à me défendre, ai-je continué. Tu croyais que j'étais restée cette petite immigrante perdue qui a débarqué enceinte à Lyon? J'ai sorti d'autres documents, mes diplômes de traductrice assermentée, mes certifications de la police judiciaire, mes lettres de recommandation d'officier de police. Pendant que tu apprenais le piano et l'anglais grâce à mes petits boulots, j'étudiais le droit pénal international le soir. Pendant que tu faisais tes devoirs, je traduisais des témoignages de témoins protégés dans des affaires de meurtre. Isabelle me regardait comme si elle me voyait pour la première fois de sa vie. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» a-t-elle murmuré. « Parce que mon travail exigeait la discrétion absolue. Et parce que je voulais te protéger de ce monde sombre. Quelle ironie que ce soit toi qui m'y ramène. » J'ai repris les documents d'une main ferme. Maintenant, parlons des conséquences de tes actes. Tentative d'empoisonnement sur personne vulnérable, 15 ans de prison. Vol avec préméditation sur ascendant, 10 ans. Complicité avec organisation criminelle, 20 ans. Au total, tu risques 45 ans de réclusion. Maman, s'il te plaît. Je n'ai pas fini, ai-je dit sèchement. J'ai aussi découvert autre chose. Quelque chose que tu ne sais pas sur tes nouveaux amis. J'ai sorti une dernière série de documents. Marco Benedetti a été libéré de prison il y a 6 mois.
Mais ce que tu ignores, c'est qu'il est sous surveillance policière constante dans le cadre d'une enquête sur un réseau de trafic d'organes. Tous ses contacts sont enregistrés, tous ses complices sont identifiés. Le visage d'Isabelle est devenu cendré. Ça signifie, ma chère fille, que tu es déjà dans leur fichier. Tes emails, tes rencontres, tes projets de meurtre, tout est documenté par la police. Tu n'es pas seulement ma victime, tu es aussi la leur. C'est impossible, a-t-elle balbutié. Appelle-le, ai-je défié en lui tendant son téléphone. Appelle Marco et dis-lui que tu abandonnes le plan. Tu verras bien comment il réagit. Isabelle a pris le téléphone d'une main tremblante, mais n'a pas composé le numéro. Tu n'oses pas, n'est-ce pas, ai-je observé. Parce que tu sais déjà ce qu'il va dire. Tu sais que tu es piégé entre ma mort et la tienne. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de remords. C'étaient des larmes de terreur pure. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle demandé d'une voix brisée. Ce que je veux, ai-je répété en me levant. Je veux comprendre comment j'ai pu donner naissance à un monstre. Je veux savoir à quel moment ma petite fille est devenue une meurtrière potentielle. Je me suis approché d'elle, la dominant de toute ma hauteur. Mais surtout, je veux que tu comprennes que toutes tes actions ont des conséquences. Et aujourd'hui, ces conséquences vont te rattraper. J'ai décroché le téléphone fixe. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle paniqué. J'appelle la police. Non, a-t-elle crié en se levant d'un bond. Tu ne comprends pas. Si j'échoue, ils vont me tuer. Et ils vont te tuer aussi pour t'empêcher de témoigner. Alors nous mourrons toutes les deux, ai-je dit calmement. Mais au moins, je mourrai en sachant que j'ai fait le bon choix. Maman, je t'en supplie. Elle s'est jetée à mes genoux. Donne-moi une chance. Je peux encore arranger les choses. Comment, ai-je demandé. En me tuant plus vite? En trouvant un autre moyen de voler mon argent? Non, a-t-elle sangloté. Je peux disparaître. Je peux partir loin, changer d'identité. Ils ne nous retrouveront jamais. Avec quel argent, ai-je demandé cruellement. Tu n'as rien, Isabelle. Absolument rien. C'est à ce moment que j'ai révélé ma dernière carte. En fait, c'est faux, ai-je dit en retournant vers mon dossier. Tu as quelque chose. Quelque chose que tu ne sais pas encore. J'ai sorti un document officiel qui l'a fait pâlir davantage. Voici mon vrai testament, Isabelle. Celui que j'ai rédigé il y a 5 ans, bien avant que tu reviennes chez moi. Elle a lu le document avec des yeux écarquillés. Tu hérites effectivement de tous mes biens. Mais il y a une condition que tu n'avais pas vue. J'ai pointé un paragraphe spécifique. L'héritage ne sera effectif que si la bénéficiaire peut prouver qu'elle a vécu de manière autonome et responsable pendant au moins 2 années consécutives avant ma mort. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé d'une voix étranglée. Ça veut dire que même en me tuant, tu n'hériterais de rien. L'argent irait automatiquement à des œuvres caritatives. Tes crimes n'auraient servi à rien. Le silence qui a suivi était assourdissant. Isabelle fixait le document comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle lisait. Mais il y a plus, ai-je continué impitoyablement. J'ai menti sur ma situation financière. La maison est hypothéquée jusqu'au toit. Mes comptes bancaires sont presque vides. Les bijoux que tu as volés sont des imitations que j'ai achetées dans des boutiques de pacotille. C'est impossible, a-t-elle murmuré. Les vrais bijoux, je les ai vendus il y a des années pour payer tes dettes de jeu. Oui, Isabelle, je savais pour tes problèmes d'argent depuis longtemps. J'ai vidé mes économies plusieurs fois pour te sauver, en espérant que tu changerais. Elle me regardait avec une expression d'incrédulité totale. Même mon assurance vie a été annulée l'année dernière quand j'ai arrêté de payer les primes. Tu aurais tué ta mère pour rien. Absolument rien. Pourquoi, a-t-elle crié. Pourquoi tu m'as laissé croire? Parce que je voulais voir jusqu'où tu irais, ai-je répondu avec une froideur que je ne me connaissais pas, je voulais savoir si ma fille était vraiment devenue un monstre capable de tuer sa propre mère pour de l'argent.
Maintenant, je le sais. À ce moment précis, la sonnette d'entrée a retenti. Isabelle a sursauté violemment. « Qui est-ce » a-t-elle paniqué. « La police » ai-je dit calmement. « Je les ai appelés ce matin pendant que tu étais sorti. »« Tu m'as tendu un piège » a-t-elle réalisé avec horreur. « Exactement comme tu m'as tendu le tien avec ton thé empoisonné. » Les coups à la porte se sont intensifiés, accompagnés de voix autoritaires. « Police ! Ouvrez !» Isabelle s'est levée, paniquée, regardant désespérément autour d'elle comme un animal pris au piège. « Il n'y a nulle part où fuir » ai-je dit. « Et même si tu t'échappais, Marco et ses hommes te retrouveraient. »« Tu es coincée, Isabelle. »« Maman » a-t-elle dit d'une voix suppliante, « je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas. » « Non » l'ai-je interrompu. « Tu n'es pas désolée d'avoir voulu me tuer. Tu es désolée d'avoir été découverte. » Les policiers sont entrés après que j'ai ouvert la porte. L'inspecteur Moreau, que je connaissais de mes années de collaboration, m'a salué avec respect. « Madame Leroy, nous avons reçu votre dossier. C'est du solide travail. »« Merci, inspecteur. Voici la suspect et toutes les preuves. » Pendant qu'il passait les menottes à Isabelle, elle m'a regardé une dernière fois. « Tu m'as vraiment haï à ce point » a-t-elle demandé. « Non » ai-je répondu tristement. « Je t'ai aimé à ce point. Assez pour t'empêcher de devenir une meurtrière. Assez pour te sauver de toi-même, même si c'était trop tard. » Elle a été emmenée sans un mot de plus. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel de l'inspecteur Moreau. Marco Benedetti et son réseau avaient été arrêtés grâce aux preuves trouvées chez Isabelle. Elle avait accepté de témoigner contre eux en échange d'une réduction de peine. 15 ans au lieu de 45, m'a expliqué l'inspecteur. Avec possibilité de libération conditionnelle dans 10 ans si elle suit un programme de réinsertion. 10 ans. Ma fille passerait 10 ans en prison pour avoir voulu me tuer. Elle a demandé à vous voir, a ajouté l'inspecteur. Voulez-vous ? Non, ai-je répondu sans hésiter. Cette femme n'est plus ma fille. Ma fille est morte la nuit où elle a décidé de m'empoisonner. Aujourd'hui, 6 mois après ces événements, je vis seule dans ma maison de la Croix-Rousse. J'ai vendu les quelques bijoux authentiques qui me restaient et j'ai assez d'argent pour vivre modestement jusqu'à ma mort naturelle. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un centre d'aide aux femmes victimes de violences domestiques. Parce que j'ai découvert que la violence ne vient pas toujours d'étrangers, parfois, elle vient de ceux qu'on aime le plus. Chaque soir, je prépare encore un thé à la camomille. Mais maintenant, je le prépare moi-même, dans ma propre cuisine, avec mes propres herbes. Et avant de le boire, je lève ma tasse vers la photo d'Isabelle enfant qui trône toujours sur ma cheminée. À ta mémoire, dis-je à cette petite fille innocente qui existe encore dans mon cœur. Tu n'as pas survécu à l'adulte que tu es devenu, mais moi, je survivrai au souvenir de ta trahison. Car j'ai appris la leçon la plus amère de ma vie, parfois, aimer quelqu'un signifie être prête à le perdre pour le sauver. Même quand cette personne ne veut pas être sauvée. Isabelle a commencé à me donner un thé étrange chaque soir. Quand j'ai découvert ce qu'il contenait, j'ai aussi découvert que j'avais perdu ma fille bien avant qu'elle ne soit arrêtée. La femme qui me droguait et planifiait ma mort n'était plus l'enfant que j'avais élevé, c'était devenue une étrangère qui portait son visage. Aujourd'hui, je dors en paix. Non pas grâce au thé empoisonné, mais grâce à la conscience tranquille de celle qui a choisi la justice plutôt que l'amour aveugle. Parfois, la plus grande preuve d'amour maternel est de savoir dire non à son propre enfant. Et dans mes rêves, je retrouve parfois cette petite fille de 3 ans qui me disait « Je t'aime maman » avec un sourire pur et innocent. Cet enfant-là, je l'aimerai toujours. L'adulte qu'elle est devenue, je l'ai perdue pour toujours. C'est peut-être ça, finalement, le vrai prix de la maternité, apprendre que l'amour ne suffit pas toujours à sauver ceux qu'on aime. Parfois, il faut avoir le courage de les laisser partir pour préserver ce qui reste de bon en eux. Ma fille Isabelle est morte pour moi le jour où elle a choisi de devenir une meurtrière. Mais quelque part en prison,
peut-être qu'avec le temps et la réflexion, elle redeviendra la femme que j'ai essayé d'élever. C'est le seul espoir qui me reste. En attendant, je vis chaque jour comme un cadeau que j'ai su me faire en refusant de mourir. Et c'est déjà beaucoup. Voici mon histoire. Une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre à 70 ans. Mais la vie nous enseigne qu'on n'est jamais préparé à certaines trahisons, surtout quand elles viennent de ceux qu'on aime le plus. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez traversez peut-être des situations similaires. Vous ressentez peut-être que quelque chose ne va pas avec un fils, une fille, un proche. Vous avez peut-être remarqué de petits signes que vous avez préféré ignorer, comme je l'ai fait pendant si longtemps. La question qui reste sans réponse, jusqu'où l'amour maternel doit-il aller ? Où tracer la ligne entre protéger nos enfants et nous protéger de nos propres enfants ? C'est une décision qu'aucune mère ne devrait avoir à prendre, mais que certaines d'entre nous, malheureusement, affrontons. Auriez-vous fait ce que j'ai fait ? Auriez-vous livré votre propre enfant à la police pour le sauver de lui-même ? Ou l'amour maternel doit-il toujours l'emporter, même quand cet amour peut nous coûter la vie ? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse facile. Chaque situation est unique, chaque famille a son histoire, chaque cœur a ses limites. Si mon expérience vous a touché d'une façon ou d'une autre, si vous avez reconnu quelque chose de familier dans cette douleur, partagez dans les commentaires. Nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Parfois, partager nos peurs et nos angoisses nous aide à trouver des forces que nous ne savions pas avoir. Racontez-moi, vous êtes-vous déjà senti trahi par quelqu'un que vous aimiez inconditionnellement ? Comment avez-vous géré cette découverte ? Quels conseils donneriez-vous à d'autres personnes dans ma situation ? Vos histoires, vos réflexions, vos conseils peuvent être la lumière au bout du tunnel pour quelqu'un qui vit quelque chose de similaire. Car à cette étape de la vie, notre expérience est notre plus grand trésor, et la partager peut sauver des vies. Si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle vous a fait sentir moins seul dans vos propres batailles familiales, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous racontons des histoires vraies de vraies personnes, des histoires qui nous font comprendre que la vie est complexe, que l'amour a plusieurs visages, et que parfois la plus grande preuve d'amour est de savoir dire non. À notre prochaine conversation. Et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez.